quand plus personne ne te désire, que vois-tu dans le miroir? Un néant, l'invisibilité, la panique, comme si sans le désir des autres, tu ne pouvais pas exister. La société t'a appris à mesurer ta valeur par la faim des autres. Mais attends, ce silence, cette indifférence, cette solitude, ce n'est pas une malédiction. En réalité, c'était le moment où tu commençais enfin à te libérer, pour la première fois de ta vie. Carl Jung a dit « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et quand ton corps s'est tu, c'était le moment où tu as été forcé de regarder à l'intérieur. Tu ne pouvais pas fuir, tu ne pouvais pas te distraire, tu ne pouvais pas t'engourdir avec le contact d'un autre, avec l'approbation d'un autre. Et ça t'a effrayé, parce qu'il y avait quelque chose dans ce silence, quelque chose qui t'attendait, ce que tu as ignoré pendant des années, réprimé, repoussé en te disant « je m'en occuperai plus tard ». Ton ombre. Maintenant, nous allons examiner ensemble l'anatomie de ce silence. Mais je dois te dire quelque chose dès le départ. Ce n'est pas une séance de réconfort. Je ne vais pas te dire « tout ira bien ». Au lieu de cela, je vais te montrer. Que se passe-t-il vraiment quand ton corps se tait? Où va cette énergie? Et pourquoi la société a-t-elle si peur de ce silence? Si tu es prêt, commençons. Si tu n'es pas prêt, commençons quand même. Parce que se sentir prêt n'est souvent qu'une illusion. N'oublie jamais ça. Le silence du corps n'est pas un vide, c'est un langage. Pour comprendre ça, tu dois d'abord saisir ceci. Le monde moderne t'a appris à utiliser ton corps comme un outil pour être choisi, un outil pour être approuvé, un outil pour prouver que tu existes. Quand quelqu'un te veut, tu as de la valeur. Quand quelqu'un te touche, tu es réel. Quand quelqu'un te choisit, c'est seulement là que tu peux te dire « Ok, il n'y a pas de problème avec moi. » Mais c'est un piège. Jung appelait ça la dépendance à la validation externe. Tu ne te connais pas de l'intérieur. Tu essaies d'exister en attendant l'approbation de l'extérieur. Et quand le corps se tait, quand cette validation externe s'arrête, tu ne sais même plus qui tu es. C'est là que la panique commence. Mais attends, réfléchis un instant. Ce silence, est-ce vraiment une perte? Ou est-ce une voix que tu n'avais pas entendue depuis des années, qui devient enfin audible? L'un des concepts les plus importants de Jung était celui-ci. Aucune énergie psychique ne disparaît. Elle se transforme seulement. Si elle ne s'exprime pas à un endroit, elle émerge ailleurs. L'énergie sexuelle, l'énergie émotionnelle, la passion. Que se passe-t-il si elles ne sortent pas? Elles se retournent vers l'intérieur. Et quand elles se retournent vers l'intérieur, que trouvent-elles là-bas? La plupart des gens évitent de poser cette question, parce qu'ils savent instinctivement que la réponse ne sera pas belle. Voyons si tu as ce courage. Il y a une obscurité accumulée depuis des années à l'intérieur, des émotions réprimées, des blessures non reconnues, le vrai visage derrière le masque auquel tu t'accroches en disant « c'est moi ». Jung a appelé ça l'ombre. L'ombre, c'est tout ce que tu ne veux pas être. Ta jalousie, ta colère, ta lâcheté, ton égoïsme, tout ce dont tu dis « je ne suis pas comme ça ». C'est là, dans l'obscurité, qui t'attend. Et quand le corps se tait, l'ombre commence à parler. C'est pour ça que le silence est si dérangeant. Quand les stimuli extérieurs s'arrêtent, la voix intérieure s'élève. Et cette voix ne dit pas ce que tu veux entendre.
Tu es seul. Tu n'es pas aimé. Tu ne suffis pas et personne ne t'aime. Ces voix te sont familières, mais maintenant je vais te dire quelque chose de très beau. Et c'est le tournant de tout ce voyage. Ces voix ne sont pas tes ennemis, ce sont tes parts perdues. Jung l'a expliqué ainsi. Quand tu réprimes l'ombre, tu réprimes aussi ta force avec elle. Dans l'obscurité, il n'y a pas que tes faiblesses. Il y a aussi les étincelles réprimées de ton courage, de ta passion, de ton authenticité. Réfléchis. Pourquoi certaines personnes semblent-elles si dociles? Pourquoi ne peuvent-elles même pas exprimer leurs propres désirs? Parce qu'à un moment, elles ont réprimé leur colère. Et avec la colère, elles ont enterré vivante leur capacité à poser des limites, leur courage de dire non. C'est comme ça que l'ombre fonctionne. Quand tu réprimes une chose, tu réprimes tout ce qui l'accompagne. Et quand le corps se tait, toute cette énergie réprimée commence à remonter à la surface. Ce n'est pas un effondrement, c'est une opportunité. Si tu as le courage. Alors, que signifie le courage ici? Le courage, c'est écouter ses voix, sans fuir, sans t'engourdir avec autre chose, sans te dire « je vais entrer dans une relation pour combler ce vide ». Le courage, c'est rester dans le silence et dans cette obscurité, rencontrer ton propre visage. Jung appelait ça la confrontation avec l'ombre. Et sans cette confrontation, l'individuation est impossible. Qu'est-ce que l'individuation? Le processus de devenir toi-même, te défaire des masques que la société t'a imposés, te libérer des attentes de tes parents, des moules de ta culture, de la définition de normal, et embrasser ton vrai soi, avec toute son obscurité et sa lumière. Ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage commence souvent dans le silence que tu vis en ce moment. Mais il y a un danger, et je ne peux pas ne pas te le dire. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Ils paniquent, et ils courent immédiatement vers l'extérieur. Une nouvelle relation, un nouveau flirt, une nouvelle source d'approbation. Que quelqu'un me veuille pour combler ce vide, ils disent, et le cycle continue. Jung appelait ça la projection de l'inconscient. Essayer de combler ton propre manque chez quelqu'un d'autre. Penser tes propres blessures sur quelqu'un d'autre. Regarder dans les yeux d'un autre pour ne pas voir ta propre ombre. Ce n'est pas de l'amour, c'est exactement une fuite. Et chaque fois que tu fuis, l'ombre grandit encore plus, devient encore plus forte, parce que l'ignorer ne la détruit pas. Ça ne fait que la reporter. La célèbre phrase de Jung entre en jeu ici. Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. Le destin? Non, la fuite. Maintenant arrête-toi et demande-toi, combien de fois as-tu fui jusqu'à présent? Quand le silence est tombé, quand tu as ressenti le vide, combien de fois as-tu immédiatement appelé quelqu'un? Combien de fois t'es-tu accroché à ton téléphone? Combien de fois t'es-tu rabaissé juste pour un peu d'attention? Mendier de l'intérêt? Je ne juge pas, parce que c'est un réflexe humain. Fuir la douleur, c'est l'instinct de survie. Mais tu dois comprendre ceci. Fuir la douleur ne te libère pas de la douleur. Ça ne fait que la reporter. Et la douleur reportée accumule des intérêts. Alors, que devons-nous faire? La première étape, arrête de voir le silence comme un ennemi. Ce silence essaie de te dire quelque chose. Ton corps, ton âme, ton inconscient,
Ils veulent tous communiquer avec toi, et tout ce qu'ils demandent, c'est d'être écoutés. L'un des outils les plus importants dans la thérapie de Jung était la technique de l'imagination active. Observer les images de l'inconscient, ses voix, ses symboles, sans juger, dialoguer avec eux. Peut-être que la première chose que tu dois faire, c'est ça, écouter ces voix intérieures, demander à la voix qui dit « Tu ne suffis pas ». Pourquoi penses-tu ça? D'où vient cette idée? Et attendre la réponse, avec patience, parce que la réponse viendra, peut-être comme un souvenir, peut-être comme une émotion, peut-être comme un rêve, mais elle viendra. Je coupe cette partie ici, parce que je veux que tu prennes une respiration maintenant. Je viens de t'expliquer ce qu'est vraiment le silence du corps. Pas un vide, un langage, pas une perte, une invitation, l'appel de l'ombre. Mais ce n'est que le début. Dans la deuxième partie, nous découvrirons ceci. Que se passe-t-il si tu restes dans ce silence? Comment l'énergie se transforme-t-elle? Et pourquoi cette transformation est-elle considérée comme dangereuse pour la société? Réfléchis. Quelqu'un qui n'a besoin de rien, comment peut-il être contrôlé? La réponse à cette question va tout changer. Maintenant, je vais te poser une question, sans te mettre mal à l'aise. As-tu déjà réfléchi? Pourquoi la société a-t-elle si peur du silence? Pourquoi, quand ton corps se tait, quand tes désirs diminuent, quand tu n'appelles plus personne, ton entourage voit ça comme un problème? Pourquoi te disent-ils « tu devrais rencontrer quelqu'un » ? Pourquoi cette pression de revenir à la normale? Parce que tu deviens une menace. Réfléchis. Si un être humain n'a besoin de rien, comment peut-il être contrôlé? S'il n'a pas besoin d'approbation, comment peut-il être manipulé? S'il n'est pas gouverné par ses peurs, comment peut-il être dirigé? C'est là que réside le vrai pouvoir du silence du corps. Un pouvoir immense. Jung avait très bien compris ça. Une personne qui traverse le processus d'individuation devient un être dangereux pour la société, parce qu'elle n'obéit plus aveuglément aux règles du troupeau. Elle écrit ses propres lois, elle définit ses propres valeurs. Et ça effraie le système. Le monde moderne veut te garder sous contrôle permanent. Désir, satisfaction, vide, nouveau désir. Tant que ce cycle continue, tu es un consommateur. Consommateur de produits, de relations, d'expériences. Mais si tu sors du cycle, alors tu deviens un créateur, quelqu'un qui crée son propre sens, qui définit sa propre valeur, qui trace son propre chemin. Et ça ne peut pas être acheté. Parlons maintenant de la transformation de l'énergie, parce que c'est le mécanisme au cœur de toute l'expérience du silence. L'une des découvertes les plus importantes de Jung était celle-ci. L'énergie psychique ne disparaît pas. Elle change seulement de forme. Ce que nous appelons la libido. Ce n'est pas seulement l'énergie sexuelle, c'est l'énergie vitale, la force créatrice. Et quand cette énergie cesse de couler dans une direction, elle commence à couler dans une autre. Quand le corps se tait, l'énergie qui coulait vers l'extérieur s'arrête. Alors où va cette énergie? Elle se retourne vers l'intérieur. Et à l'intérieur, une alchimie commence. Quand je dis alchimie, je n'utilise pas une métaphore. Jung avait découvert ce que faisaient vraiment les alchimistes du Moyen Âge. Ils n'essayaient pas de transformer le plomb en or. Ils essayaient de transformer leurs propres ténèbres en lumière. Intégrer l'ombre,
rendre l'inconscient conscient. Et ce processus requiert de la douleur. Réfléchis, que se passe-t-il quand le plomb se transforme en or? Il fond, il perd sa forme, il perd son ancien état. Et c'est seulement après cette destruction qu'il prend une nouvelle forme, toi aussi. Quand ton corps se tait, ton ancienne identité commence à se dissoudre, l'identité de la femme choisie ou de l'homme désiré. Elle fond. La valeur que les autres t'avaient donnée fond. Et il ne reste qu'une essence nue. Ce moment est terrifiant, parce que cette essence, c'est quelqu'un que tu n'as jamais connu. Mais c'est précisément ce moment, le moment de la renaissance, le moment de la transformation vers ta version la plus puissante. Les gens qui ont vécu ce processus partagent une expérience commune. Pendant les périodes de silence, des choses inattendues se produisent, des rêves plus vivaces, des intuitions plus aiguisées, une conscience émotionnelle plus profonde, des explosions de créativité. Ce n'est pas une coïncidence. Quand l'énergie dispersée vers l'extérieur se concentre vers l'intérieur, l'inconscient se renforce. Et quand l'inconscient se renforce, il commence à te parler. Les rêves sont le canal le plus évident. Jung décrivait les rêves comme les lettres de l'inconscient. Et pendant les périodes de silence, ces lettres arrivent plus fréquemment, plus intensément, plus symboliquement. Est-ce que tu fais attention? Ou essaies-tu encore de fuir? Arrêtons-nous ici, parce que je dois être honnête avec toi. Ce processus n'est pas pour tout le monde. Certaines personnes entrent dans le silence et n'en ressortent jamais. Elles se perdent dans l'obscurité. Au lieu d'intégrer l'ombre, elles sont avalées par l'ombre, dépression, isolation, perte de sens. Alors, quelle est la différence? Pourquoi l'un se transforme et l'autre s'effondre? La conscience. Jung l'a expliqué ainsi. Si tu affrontes l'ombre consciemment, tu l'intègres. Mais si tu l'affrontes inconsciemment, elle te possède. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Si tu vis le silence comme une punition, si tu souffres en te disant « personne ne me veut », si tu restes assis dans cette obscurité en t'apitoyant sur toi-même, l'ombre grandit, elle t'avale. Mais si tu vois le silence comme une initiation, comme un rituel de passage, comme une épreuve, alors tu traverses l'ombre et tu en ressors transformé. L'intention change tout. Maintenant, je vais te parler de l'archétype de l'ermite. Parce que cet archétype, c'est le symbole qui explique le mieux la situation dans laquelle tu te trouves. Tu connais la carte de l'ermite dans le tarot. Un vieil homme qui marche seul dans l'obscurité, une lanterne à la main, personne autour de lui. À première vue, ça semble triste, seul, abandonné, peut-être perdu. Mais si tu regardes de plus près, c'est lui qui tient la lanterne. La lumière est en lui. Et c'est lui qui a choisi de marcher dans l'obscurité. Cet archétype ne représente pas l'isolation. Il représente la retraite consciente, se retirer de l'extérieur pour trouver quelque chose à l'intérieur. Et toi, en ce moment, tu es à la place de cet ermite. Mais fais attention, l'ermite ne reste pas éternellement dans l'obscurité. Il entre avec un but, il sort avec une découverte. Si tu fais de rester dans l'obscurité une identité, alors tu ne seras plus l'ermite, tu seras la victime. La différence, l'ermite utilise l'obscurité, la victime se perd dans l'obscurité. Lequel choisis-tu d'être? Prends cette question au sérieux, parce que la réponse que tu donnes maintenant déterminera tout ce qui suit.
Revenons maintenant à la transformation de l'énergie, parce que tu dois comprendre ce que ça signifie à un niveau pratique. L'énergie sexuelle, l'énergie émotionnelle, ce sont des matières premières. Et comme toute matière première, elles peuvent être transformées. L'un des contemporains de Jung a décrit cette transformation d'énergie ainsi: une élévation du bas vers le haut, des pulsions corporelles vers la créativité spirituelle, des réactions instinctives vers l'action consciente. Ce n'est pas un concept mystique, c'est une réalité pratique. Réfléchis, tout au long de l'histoire, les plus grands artistes, les plus grands penseurs, les plus grands créateurs, la plupart ont vécu des périodes intenses de solitude, des périodes de silence, et pendant ces périodes, ils ont produit leurs œuvres les plus importantes. Pourquoi ? Parce que quand l'énergie ne coule pas vers l'extérieur, elle s'accumule à l'intérieur, et cette accumulation exige une explosion créatrice. Toi aussi tu vis cette accumulation en ce moment. La question est, où vas-tu diriger cette énergie ? Je dois te donner un avertissement ici. Canaliser l'énergie. Ce n'est pas la réprimer. Ce sont deux choses très différentes. Réprimer. Je ne devrais pas ressentir cette émotion. Je vais l'ignorer. Canaliser. Je ressens cette émotion. Maintenant, je vais la transformer en quelque chose. La première fait grandir l'ombre. La seconde intègre l'ombre. L'une des plus grandes erreurs que Jung a observées chez ses patients était celle-ci. Les gens essayaient de réprimer leurs pulsions pour être spirituels. La sexualité, la colère, la jalousie, ils essayaient de les ignorer. Et le résultat, névrose, explosion, perte de contrôle. Parce que tout ce qui est réprimé revient. Et quand ça revient plus fort. Ce que tu dois faire, ce n'est pas réprimer, c'est transformer. À quoi ça ressemble en pratique ? Laisse-moi te donner un exemple. Tu sens l'énergie sexuelle monter. Avant, tu l'aurais immédiatement déchargée avec une relation, un flirt, une recherche d'attention. Maintenant, fais différemment. Ressens cette énergie. Remarque où elle se trouve dans ton corps. Et puis demande, où d'autre puis-je diriger cette énergie ? Vers l'écriture, le dessin, le mouvement, un projet, un apprentissage. Ça peut sembler une technique simple, mais en l'appliquant, tu vivras une transformation. Au lieu que tes pulsions te contrôlent, tu contrôleras tes pulsions. Et ça, c'est la liberté elle-même. La liberté. On utilise beaucoup ce mot. Mais que signifie-t-il vraiment ? Pour Jung, la liberté n'était pas de faire ce que tu veux. La liberté était de ne pas faire ce que tu ne veux pas faire. Écoute bien ce que je dis. Ne pas faire ce que tu ne veux pas faire. C'est ça la liberté. Ne pas être esclave de la pulsion. Ne pas se soumettre à la peur. Ne pas être esclave du besoin d'approbation. Quand ton corps se tait, tu mets cette liberté à l'épreuve. Peux-tu supporter la solitude ? Peux-tu rester assis avec le sentiment que personne ne te veut ? Peux-tu rester dans ce vide sans devenir fou ? Si oui, tu es libre. Sinon, tu vis encore en captivité. Avant de fermer cette partie, je veux te rappeler ceci. La transformation de l'énergie ne se fait pas en une nuit, ni en une semaine. Parfois, ça prend des mois, parfois des années. Et pendant ce processus, il y aura des hauts et des bas. Certains jours, tu te sentiras fort. Tu diras « je peux le faire ». Certains jours, tu t'effondreras. Tu prendras le téléphone pour appeler un ancien numéro. Ou tu chasseras l'attention sur les réseaux sociaux. Ou tu ne pourras pas sortir du lit. Ce n'est pas un échec,
c'est une partie du processus. Jung a dit « Le progrès n'est pas une ligne droite, c'est un mouvement en spirale. Parfois tu reviens au même point, mais à chaque retour, tu es un peu plus haut. L'important n'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever quand tu tombes. » Je t'ai expliqué comment l'énergie se transforme. Je t'ai montré l'importance de la confrontation consciente avec l'ombre. Je t'ai présenté l'archétype de l'ermite. Et nous avons questionné ce que la liberté signifie vraiment. Dans la troisième et dernière partie, nous arriverons au point le plus critique. Que se passe-t-il quand tu complètes cette transformation? Qui deviens-tu? Et comment reviens-tu au monde avec ce nouveau soi? Parce que le but n'est pas de rester dans l'obscurité. Le but, c'est de traverser l'obscurité et d'en ressortir en portant la lumière en toi. Maintenant, nous arrivons à la question la plus difficile. Disons que tu as supporté le silence, tu as affronté l'ombre, tu as appris à transformer ton énergie, tu as marché dans l'obscurité de l'ermite et tu as trouvé ta propre lumière. Et après, tu vas rester dans l'obscurité pour toujours? Devenir quelqu'un de coupé du monde, loin des relations, qui fuit les gens? Non, parce que le but de l'individuation n'est pas de fuir le monde, c'est de revenir au monde, d'une manière différente. Jung l'avait exprimé très clairement. La vraie individuation n'est pas l'isolation. C'est tout le contraire, une capacité de connexion plus profonde. Mais cette connexion n'est plus comme avant. Comment te connectais-tu avant? Par le besoin, par la peur, par le manque. Tu disais « complète-moi ». Tu disais « fais-moi sentir que j'ai de la valeur ». Ce n'était pas de la connexion, c'était de l'agrippement. Et l'agrippement étouffe à la fois toi et l'autre. Maintenant, une connexion différente est possible. Une connexion qui vient du libre choix. Au lieu de « j'ai besoin de toi », je te choisis. Au lieu de « je suis vide sans toi », je suis plus riche avec toi. Tu sens la différence? Le premier est une chaîne, le second est une aile. Mais cette transformation n'est pas facile, et je dois te prévenir, la plupart des gens s'arrêtent à mi-chemin. Ils entrent dans le silence, souffrent un peu, puis ne supportent plus et retournent aux anciens schémas. Ou pire encore, ils transforment le silence en identité. Je suis un loup solitaire, ils disent. Je n'ai besoin de personne, ils disent. Les gens ne sont pas à mon niveau, ils disent. Ce n'est pas l'individuation, c'est l'inflation de l'ego. Jung appelait ça l'inflation. Pendant le processus de confrontation avec l'ombre, l'ego devient parfois excessivement fort. Il se sent spécial, il se sent élu, il se sent supérieur aux autres. Et ça, c'est un nouveau piège. Comment sais-tu que tu es tombé dans le piège? Pose-toi ces questions. Regardes-tu les autres de haut? Dis-tu « ils dorment, moi je suis éveillé » Fuis-tu complètement les relations? Vois-tu l'intimité comme une faiblesse? Si tu réponds oui à ces questions, tu n'as pas atteint l'individuation. Tu as juste mis un nouveau masque. L'ancien masque était « choisissez-moi, approuvez-moi, voulez-moi ». Le nouveau masque est « je n'ai besoin de personne, je suis supérieur à tous, je suis différent ». Les deux sont des masques, les deux sont des personas. Et tant que tu te caches derrière la persona, tu ne peux pas rencontrer ton vrai soi. À quoi ressemble la vraie individuation? À l'humilité. Les patients les plus individualisés de Jung étaient les plus humbles,
Parce que quelqu'un qui a vraiment affronté son ombre connaît sa propre obscurité, et quelqu'un qui connaît sa propre obscurité ne peut pas juger les autres. Réfléchis, si tu as de la jalousie en toi, comment peux-tu juger la jalousie d'un autre? Si tu as de la lâcheté en toi, comment peux-tu regarder la peur d'un autre de haut? Intégrer l'ombre ne te rend pas meilleur, ça te rend plus entier. Et être entier, c'est accepter à la fois la lumière et l'obscurité, en toi et chez les autres. Maintenant, je vais partager avec toi un concept très important, peut-être la partie la moins comprise du travail de Jung. L'individuation n'est pas l'individualisme. Le monde moderne confond ces deux concepts. Trouve-toi, il dit. Trace ton propre chemin, il dit. Ne te soucie pas des autres, il dit. Et les gens comprennent ça comme l'isolement. Mais Jung disait exactement le contraire. L'individuation, c'est te connecter à l'inconscient collectif. C'est accéder à la mémoire commune de l'humanité. C'est danser avec les archétypes. Et cette connexion ne te coupe pas des gens. Au contraire, elle te connecte à un niveau plus profond. Parce que quand tu connais ton ombre, tu reconnais aussi l'ombre des autres. Quand tu guéris tes propres blessures, tu approches les blessures des autres avec compassion. Quand tu traverses ta propre obscurité, tu deviens lumière dans l'obscurité des autres. Pour devenir lumière, tu dois d'abord accepter de brûler. N'oublie jamais ça. Maintenant, je vais te dessiner la carte pratique de la sortie du silence. Disons que la première étape est terminée. Tu es entré dans le silence. Tu as rencontré l'ombre. Tu as expérimenté la transformation de l'énergie. Deuxième étape, revenir lentement au monde. Mais fais attention, ce retour ne doit pas être précipité. Ce ne doit pas être un retour à l'ancien. Ce ne doit pas être se jeter sur la première opportunité juste pour fuir la solitude. Comment vas-tu revenir? Avec des choix conscients. Avant d'entrer dans chaque relation, demande « Pourquoi est-ce que je veux cette personne? Par besoin ou par libre choix? Est-ce que je la vois vraiment? Ou est-ce que je projette quelque chose sur elle? » Ces questions sont difficiles. Les réponses honnêtes peuvent faire mal. Mais chaque relation construite sans ce questionnement devient une répétition des anciens schémas. Et ici, je vais te dire une vérité douloureuse. Après avoir vécu cette transformation, tes anciennes relations ne fonctionneront plus. Réfléchis, tu as changé. Tu ne brûles plus d'envie d'être approuvé. Tu ne te rapetisses plus pour être choisi. Tu n'essaies plus de combler le vide avec quelqu'un d'autre. Alors que va-t-il arriver aux gens de ton ancien entourage? Qui te connaissait dans ton ancienne version? Ceux qui attendent encore de toi ces anciens comportements. Certains ne pourront pas connaître ta nouvelle version. Certains seront dérangés par ton changement. Certains essaieront de te tirer en arrière. Et toi, tu vas les laisser partir. Ça va faire mal. Tu ressentiras peut-être de la culpabilité. Tu te demanderas peut-être, suis-je trop dur? Mais sache ceci, quelqu'un qui t'aimait dans ton ancienne version ne t'aimait pas vraiment. Il aimait ton masque. Et quand ton masque tombe, son amour tombe aussi. Laisse-le tomber, alors commencera la vraie connexion. Elle viendra d'endroits inattendus. Parce que quand tu changes, les gens que tu attires changent aussi. L'énergie fonctionne comme ça. Avant, tu émettais l'énergie de « sauve-moi » et tu attirais ceux qui cherchaient à être sauveurs.
Maintenant, tu émets l'énergie de « je suis entier » et tu attireras des gens entiers. Ces relations seront différentes, moins intenses peut-être, moins dramatiques, mais plus réelles. Au lieu des tempêtes de passion, une paix profonde. Au lieu de la recherche constante d'approbation, l'amour et le respect mutuel. Au lieu de « je mourrai sans toi », je suis plus beau avec toi, mais je peux vivre sans toi. Ça peut te sembler froid, parce que la société t'a appris que l'amour c'est brûler. Mais brûler, c'est se consumer. Et le feu qui se consume s'éteint. Le vrai amour n'est pas brûler, c'est rayonner ensemble. Arrivons maintenant au dernier concept. Ce concept va tout relier. Le passage d'être choisi à choisir. Tout ce voyage, c'est en fait l'histoire de cette transformation. Avant, ta vie était d'attendre d'être choisi, attendre que quelqu'un te remarque, attendre que quelqu'un te veuille, attendre que quelqu'un te donne de la valeur. Tu étais dans une position passive. La vie t'arrivait. Maintenant, c'est différent. Maintenant, c'est toi qui choisis. Tu décides qui tu veux. Tu détermines ce à quoi tu accordes de la valeur. Tu n'es plus le récepteur passif de la vie. Tu en es le créateur actif. Ça peut sembler une petite différence, mais ça change tout. Quelqu'un qui attend d'être choisi est toujours à la merci de quelqu'un d'autre. Il vit avec la peur du rejet. Il agit avec la faim d'approbation. Il cherche sa valeur dans les yeux des autres. Quelqu'un qui choisit connaît sa propre valeur. Le rejet ne le détruit pas, parce qu'il a sa propre approbation. Il entre dans les relations non pas avec une énergie de mendicité, mais avec une énergie d'abondance. Et cette énergie est contagieuse. Je vais finir en te disant ceci. Le silence du corps n'était pas une punition, c'était une invitation. L'ombre qui t'a tiré vers l'obscurité n'était pas une attaque, c'était un appel. Ressentir la solitude n'était pas une perte, c'était une opportunité. Et si tu es resté dans ce silence, si tu n'as pas fui, si tu as affronté la douleur, tu es maintenant quelqu'un de différent. De l'extérieur, tu peux sembler le même, mais à l'intérieur, une alchimie s'est produite. Le plomb s'est transformé en or. L'ombre a été intégrée. Les morceaux sont devenus un tout. Et cette complétude, c'est quelque chose que personne ne peut te prendre. Une dernière question. Que vas-tu faire maintenant? Retourner à l'ancien, à la recherche d'approbation, à attendre d'être choisi, ou marcher avec ce nouveau soi, t'illuminer de ta propre lumière, devenir celui qui choisit? La décision t'appartient, elle t'a toujours appartenu. Et n'oublie pas, le silence n'est pas une fin. Le silence, c'est le moment où l'âme peut enfin parler. Maintenant écoute. Que murmure-t-elle? Individuation.